C'est le premier marché au monde avec plus de 500 millions d'habitants, malgré le départ du Royaume-Uni. Mais il est clair que d'un point de vue géopolitique, l'Europe a perdu de son importance. Et pour un pays comme la Chine, il y a d'autres enjeux. Et ces enjeux se retrouvent ailleurs. Ils se retrouvent évidemment dans leur zone d'Asie, qui est aujourd'hui la zone la plus importante au monde pour la Chine, évidemment. C'est aussi la zone des tensions avec les États-Unis, qui était jusqu'à présent la puissance quasi hégémonique en Asie, et la Chine lui dispute. Et c'est aussi l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le continent de demain, en termes à la fois démographiques, sans doute aussi économiques, si elle arrive à trouver son équilibre. Et c'est là que la Chine a mis le maximum d'efforts au cours des dernières années avec son programme des routes de la soie. Elle est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la plupart des pays africains. Elle a des relations assez étroites. C'est là qu'elle a aussi sa première base militaire en dehors de Chine, à Djibouti. Et donc, on voit bien que la tension politique de la Chine en dehors de la zone asiatique, c'est d'abord l'Afrique. Avec l'Europe, il y a évidemment une importance économique, technologique. La Chine essaye de jouer des divisions éventuelles entre les États-Unis et l'Europe. Elle essaye d'éviter que l'Europe s'aligne trop sur les États-Unis, donc elle fait des concessions ou des gestes vis-à-vis de l'Europe, mais il est clair que l'Europe, en termes géopolitiques, n'a plus le poids et l'importance qu'elle pouvait avoir il y a encore 20 ans. Alors ça fait longtemps que un sujet autour des droits de l'homme, des droits humains, n'a pas acquis l'importance, y compris en termes géopolitiques, que ce à quoi on assiste en ce moment avec le sort des Ouïghours de l'ouest de la Chine. Et en particulier en Europe, on voit bien, et en particulier en France, qu'il y a que la jeune génération, et on le voit dans les cours de récréation des lycées, dans les émissions et dans les réseaux sociaux des plus jeunes, il y a une vraie prise de conscience et une vraie identification à la cause des Ouïghours, ce qui peut sembler surprenant parce que pendant très longtemps, les Ouïghours qui subissaient déjà des formes d'oppression avant les dernières mesures de restriction et de répression des autorités chinoises, se plaignaient que leur cause à l'extérieur n'avait pas l'ampleur et la visibilité qu'avait celle du Tibet, par exemple, parce qu'il y avait la personnalité du Dalai Lama qui permettait à la cause tibétaine d'avoir une incarnation et une voix. Les Ouïghours n'ont pas cette incarnation. Et soudain, on a effectivement cette popularisation de cette cause qui a pris de l'importance. Est-ce que ça a une importance géopolitique par rapport à l'économie? Je pense que oui, parce que les gouvernements européens sont toujours sensibles au mouvement de l'opinion. Ils ne peuvent pas agir en l'ignorant complètement. Et on a vu dans la négociation de l'accord sur les investissements entre l'Europe et la Chine au mois de décembre que les Européens ont inclus dans cette négociation une clause sur le travail forcé. Et en particulier, la Chine s'est engagée à ratifier les conventions de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé. Et ça, c'est le fruit évidemment des campagnes d'opinion, etc. Et on voit bien que même là, il y a cet engagement chinois à ratifier, mais qui ne suffit pas au niveau du Parlement européen. Et c'est là qu'on voit effectivement le poids des opinions, c'est que les gouvernements peuvent décider, mais il y a quand même des processus démocratiques en Europe qui font que le Parlement européen peut bloquer un tel accord. Et il y a un vrai courant au sein du Parlement européen, y compris par exemple parmi les eurodéputés français, chez ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, qui sont contre le flou des clauses de cet accord et qui s'engagent à ne pas le ratifier en l'état tant que la Chine n'a pas fait le geste nécessaire
pour tenir sa promesse. Donc, on voit bien que, certes, tout n'est pas conditionné à un mouvement d'opinion sur une question de droits de l'homme, mais qu'en Europe, en tout cas, ça pèse suffisamment pour que les gouvernements en tiennent compte et que ça joue un rôle non négligeable dans tout le débat autour des relations avec un pays comme la Chine. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de malentendu entre la Chine et le reste du monde, dans la mesure où là où nous voyons d'abord les problèmes, que ce soit ceux des droits de l'homme ou ceux d'autres sujets concernant la Chine, les Chinois, eux, voient d'abord l'amélioration de leurs conditions de vie d'une génération à l'autre. Et moi, ce qui me semble le plus incompris par les opinions européennes, c'est cette idée que si vous avez 20 ans aujourd'hui en Chine, vous avez la génération de vos parents et la génération de vos grands-parents qui est toujours là, avec laquelle vous pouvez échanger. Et que la génération de vos grands-parents a connu une Chine beaucoup plus misérable, et la génération de vos parents a connu la révolution culturelle, les soubresauts politiques. Et vous, à 20 ans aujourd'hui, vous grandissez dans un espace qui est certes dénué des libertés comme nous les entendons en Europe, mais qui matériellement et en termes d'opportunités, en tout cas pour ceux qui habitent dans les grandes villes, sont absolument incomparables avec ce qu'ont connu les générations précédentes. Ce qui n'encourage pas à aller plus loin dans la contestation ou la revendication. Et on se retrouve un petit peu, c'est une analogie qui a ses limites évidemment, mais avec ce qu'ont connu les Européens après la guerre. Il y a eu la période de la reconstruction, il y a eu les 30 glorieuses, qui n'ont pas été les périodes les plus contestatrices. Et la contestation, elle est venue de la génération suivante, celle de mai 68, donc de ceux qui n'ont connu qu'une France prospère et pas celle de la guerre et de la reconstruction. Et donc aujourd'hui, on est dans ce dilemme dans l'univers chinois que les jeunes Chinois aujourd'hui, il y a la colonne plus et il y a la colonne moins, et que la colonne plus est suffisamment fournie, en tout cas, je le répète, pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Je ne parle ni des populations les plus défavorisées, ni des minorités ethniques ou des habitants de Hong Kong qui sont dans un cas un peu particulier. Je parle des habitants des grandes villes. Il n'y a pas aujourd'hui le moteur d'une contestation ou en tout cas d'une identification au type de critiques qui sont exprimées en Europe ou en Occident à l'égard de la Chine. Et ça crée un énorme malentendu entre les deux mondes, parce que un certain nombre de choses que nous disons sur la Chine et que nous étayons avec des faits ou des analyses nourries ne sont pas perceptibles par une partie importante de la population chinoise.